Effectivement, vous ne pouvez plus l'ignorer, les 24 heures du Mans 2006 et 2007 d'ailleurs, on le sait déjà, sont retransmises en direct, en intégralité, en exclusivité par rapport à la diffusion pan-européenne sur Motors TV cette année. Et dans le cadre de ce bel événement, eh bien, nous continuons de revoir quelques belles éditions des années passées. Patrick Rivet est à mes côtés. Salut Patrick. Salut LFB, salut à tous. Et effectivement, on voyait le départ du Tour de Chauve de cette édition 98 avec pas moins de 6 constructeurs engagés dans une catégorie qui a bien poussé depuis les saisons précédentes, cette catégorie GT1 avec on va le dire quand même, de véritables protos cachés oui, derrière des formules GT. Et puis donc vous avez pu voir Mercedes avec la pole de Bernd Schneider, Toyota qui arrive déjà avec ses GT1, il y a Nissan également qui engage des GT, et puis il y a toujours des protos avec surtout bien l'arrivée des protos BMW qui sont là également. Il reste également des protos que l'on voit aux États-Unis, les Ferrari 333 SP en particulier. Voilà, et Porsche également. Avec la GT1, à ne pas confondre avec la GT1 de Toyota. Avec cette GT1 que l'on avait déjà vu l'année d'avant et qui pour cette année 98 a subi de très très grosses modifications aérodynamiques avec une carrosserie toute neuve et une aéro beaucoup plus poussée pour pouvoir résister justement à Mercedes et à Toyota. Alors le départ est donné à 14h ce 6 juin 1998 pour cause de Coupe du Monde la semaine d'après et de finale de Roland-Garros le lendemain à 15h15. Et bien donc on avait tout avancé. Regardez le premier freinage, Bernd Schneider, Martin Brundle. C'est évident là Patrick, il y avait une question d'honneur, de prestige du côté des deux marques. On voulait boucler le premier tour en tête. C'est évident, avec en plus des pilotes qui sont chauds, Bernd Schneider, des fidèles de Mercedes, avec cette CLK LM absolument magnifique, et puis bien évidemment Toyota avec Martin Brundle qui est encore tout auréolé de ses années F1 à l'époque. Ah oui, non, là on a vraiment un duel au sommet. Alors Mercedes certes au niveau du premier freinage réussit à devancer Toyota, mais on le voit dans la ligne droite des Hunaudières, et bien c'est Brundle qui s'empare de la première place. C'est vrai qu'on s'en souvient encore avec émotion, quelques années plus tard, cette édition 98 et 99 d'ailleurs, les deux années vont ensemble. Ces engagements de grands constructeurs au sommet, rendez-vous compte, c'est vrai, vous les avez énumérés Patrick, mais se dire qu'il y a Toyota, Mercedes, BMW, Porsche officiel, il y aura Audi l'année suivante, ça a été 2 années exceptionnelles. 2 années exceptionnelles qui succèdent à quelques années de transition, ce que on pourra appeler comme cela. Et heureusement, on était la dernière fois dans ce rendez-vous de Route tout le Mans en 93 qui aura marqué à la fois l'apogée puis la fin des voitures de sport, un championnat qui aura vécu que quelques saisons. Et puis derrière, ça a été un petit peu difficile, et sans quelques initiatives privées comme celle de BPR, Bart, Patrick Peter et Stéphane Rattel, eh bien le Mans aurait eu quelques années difficiles. Et ce sont ces années BPR, avec en particulier les GT, et rappelez-vous la victoire de Yannick Dalmas sur une McLaren, eh bien, qui avait donné l'idée de faire mûrir cette catégorie GT, de la pousser à son extrême. Et l'extrême, eh bien, on le voit ici. Cette année, même si là, vous voyez, on parlait des Ferrari 333 SP, eh bien, on vient d'en voir une passer avec en particulier Jean-Christophe Bouliot et Jérôme Polican à son volant. Et on a aperçu également les Nissan 390. Oui, voilà. Nissan, donc constructeur officiel, présent, avec des équipages parfois entièrement japonais, avec parfois quelques Français. Il y avait Franck Lagorce qui était au volant d'une Nissan. Il partageait le volant avec John Nielsen et Michael Krum. Arrêt au stand déjà pour les BMW, c'est pas forcément bon signe. Pierluigi Martini, Joachim Winkelhock, Johnny Cecotto. Il y a quand même du beau monde. Et dans l'autre BMW qu'on va voir s'arrêter juste derrière Patrick, c'est Tom Christensen, Hans Stuck et Steve Soper. N'est-ce pas? Oui, ça le fait bien. Et ici on retrouve la TWR Porsche numéro 7, eh bien la voiture vainqueur en titre, puisque pendant 2 ans, les 2 années précédentes, eh bien c'est cette voiture qui a remporté les 24 heures du Mans. Alors si on avait un peu de temps, on pourrait vous raconter l'histoire de cette voiture qui avait été entièrement faite à la naissance. C'est l'ancienne Jaguar, faite par Tom Walkinshaw qui s'est transformée en Porsche. Porsche l'avait trouvée un petit peu dangereuse pour l'IMSA. Eh bien Tom Walkinshaw est arrivé à la revendre à Reinhold Just et en faire une TWR Porsche. Et cette voiture a remporté carrément 2 fois les 24 heures du Mans. Voilà pour l'histoire. Et voilà pour les premiers arrêts au stand, au bout de 40 minutes de course environ. Ah oui, c'est vraiment une succession de superbes voitures les unes après les autres, même cette Porsche GT. Ah, vous l'adorez, Ah oui, j'adore. Mais je préfère la Mercedes, pour tout vous dire franchement. Pour moi, c'est une des plus belles voitures de sport jamais faites, la Mercedes CLK LM. Absolument magnifique.
Et la Toyota, je sais que beaucoup s'en souviennent également avec émotion parce que c'était une sorte de concept un petit peu poussé à l'extrême, effectivement, hein, véritablement un proto-couvert. On allait retrouver un petit peu la même histoire avec les Bentley quelques années plus tard, mais il y a vraiment un look agressif au maximum et j'avoue qu'on s'en souvient tous avec émotion. Alors que là, un problème pour, tout simplement pour une Courage, avec en particulier à son volant Franck Fréon, qui partagera le volant de cette Courage numéro 24. Ouais, avec Terada aussi, hein, le japonais avec qui porte Terada, toujours le numéro tout à fait. 24. Et regardez pourquoi, carrément un accrochage avec la BMW et puis en allant sur les bordures, et bien évidemment, voilà. Il y avait Là, du le bon derrière. radiateur percé pour la Courage, les radiateurs sont dans les flancs. Hein. Ouais. Et la bataille au sommet qui continue, Toyota-Mercedes, c'est ça l'histoire de la première heure de course de ces 24 heures du Mans 1998. Là, c'est clair qu'au niveau engagement officiel, grand constructeur, grand pilote, parce que chez BMW, il y a Bernd Schneider, Klaus Ludwig et Mark Webber. Il y a Jean-Marc Gounod, Christophe Bouchu et Ricardo Zonta sur l'autre. Hein. On avait quand même recruté 2 Français. Et regardez les problèmes qui quand même commencent assez tôt hein, pour BMW. Notamment, il y a des vibrations au niveau du train avant. Et là, on est inquiet pour BMW. Alors que la course ne fait que commencer. BMW qui est donc, on l'a vu avec un proto à moteur V12, ce même moteur V12 qui équipait auparavant justement les McLaren dites F1. Voilà. Alors là, le coup de théâtre, 15h45, arrêt sur le bas-côté de Bernd Schneider, toujours dans la Mercedes qui avait signé la pole position. Et c'est donc un problème moteur qui survient pour cette Mercedes qui va se ranger pour abandonner. Et là, évidemment, c'est toujours la même chose. Hein. Quand on vient pour une course d'endurance et qu'on abandonne au bout d'une grosse heure, ça fait un petit peu désordre quand même. L'histoire n'aura jamais été favorable. Le Mans n'a pas été très sympathique avec Mercedes, hein, que ce soit à l'époque de Sauber ou que ce soit après vraiment sous le nom Mercedes. Eh bien, ce n'est pas véritablement une histoire d'amour entre le constructeur allemand et Le Mans qui a un petit peu à chaque fois raté son rendez-vous. Là, la Courage avec Henri Pescarolo, c'est Olivier Grouillard là, qui est au volant. Des noms quand même que l'on connaît bien, Olivier Grouillard à la retraite, mais vous avez vu le nom de Franck Montagny aussi apparaître. Hein, Henri Pescarolo a toujours donné sa chance aux jeunes. Là, un problème pour une Porsche de chez Franz Conrad. Porsche engagé en GT2 à l'époque. Hein. Ce qui deviendra les GT1 plus tard était encore à l'époque GT2. Il y avait d'ailleurs des Chrysler engagés dans cette catégorie GT2. Allez, les arrêts au stand qui continuent chez Toyota. On a vu que l'équipage qui nous intéressait le plus, hein, c'est un équipage à forte consonance française. Eric Hellary, Emmanuel Collard sont là. Qui rentre dans la voiture en ce moment. Et qui accompagne donc Martin Brundle qui fait véritablement office de chef d'équipage. Hein. Là, il n'y avait pas de problème lorsqu'on avait vécu cette course sur place. Je peux vous dire, Martin Brundle était le patron et Eric Hellary et Emmanuel Collard lui obéissaient. Hein. C'est lui qui décidait ce qu'il fallait faire. Alors sachez que du côté des autres Toyota, il y a Thierry Boutsen notamment qui est sur la... Donc ça c'est la 28. Thierry Boutsen est sur la 29 avec Ralph Kellners et Jeff Lees. Et il y avait également une Toyota, la 27, entièrement japonaise, Katayama Suzuki Choshiya. La Porsche numéro 61 qui connaît un problème. Équipage Palmberger, Trunk Muller. Un problème d'éclatement de pneumatique hein, qui arrive souvent sur la piste des 24 heures du Mans, surtout quand il fait beau et chaud. Voilà, et alors ici c'est Ukyo Katayama qui prend effectivement le volant sur cette voiture entièrement japonaise, comme vous l'avez dit. Arrêt au stand pour la Porsche numéro 25, donc Jörg Müller, Uwe Alzen, Bob Volek. Eh oui, c'est pas mal, aussi, hein. Encore une fois, un mixage entre l'expérience et la jeunesse, parce qu'à l'époque, Jörg Müller arrive tout droit des championnats F3000, hein. C'est un jeune espoir du sport automobile allemand, ce que n'est plus depuis longtemps Uwe Alzen. Alors qu'ici, c'est Jean-Marc Goudon qui est au volant de cette Mercedes, là encore. Hein, à cette époque, et bien surtout en endurance, on allait chercher les jeunes Français, à la fois jeunes et expérimentés, hein, d'ailleurs, les pilotes français en endurance. Oui, et ça allait être le cas l'année suivante, d'ailleurs, avec Mercedes, puisqu'il y avait un pilote français dans chaque équipage. Hein, Jean-Marc Goudon, Christophe Bouchu et Franck Lagorce, qui allaient rejoindre en 99, donc, l'armada Mercedes. Arrêt justement de cette Mercedes numéro 36 qui continue de jouer les premiers rôles. Mais jusqu'à quand? Là déjà la question était un petit peu posée. Hein. Et pendant ce temps-là, passant déjà un petit peu à travers les gouttes. Hein, on a vu BMW problème, Mercedes il n'y en a plus qu'une.
Les Toyota, elles n'ont pas toutes le même rythme. Ce sont les Porsche qui tracent leur chemin. Eric Van de Poel ici, hein, sur une Ferrari 333 SP, des voitures qui font le bonheur de la catégorie IMSA aux États-Unis. Cette catégorie, bien sur laquelle naîtra plus tard la LMS. Il y a Wayne Taylor également au volant de cette voiture, celle du Doyle Risi Racing, alors que la Ferrari qu'on a aperçue tout à l'heure était notamment, il y en avait une engagée par Jabouille et Bourèche, avec ce Spirit Bouillon Polican, c'était un engagement officiel Jabouille-Bourèche. Les Nissan aussi un petit peu discrètes en ce début de course, mais attention, hein, comme la fable le dit souvent, c'est peut-être pas la peine de faire le freinage au premier virage comme tout à l'heure Bernschneider, mais il vaut mieux tenir. Attention, les commissaires, certes on leur rend toujours hommage, mais là c'est clair que c'était chaud. Une image symbolique, hein, voiture engagée dans la même catégorie. Derrière, vous avez une McLaren F1 qui a remporté la course, eh bien c'est en 1995, et regardez quelques années plus tard, eh bien les nouvelles GT les déposent carrément au freinage. Ici, eh bien un des pilotes français aussi qui aura été à cette époque-là vraiment un des pilotes les plus prisés par tous les constructeurs, eh bien c'est Pierre-Henri Raffanel, que l'on salue d'ailleurs. Il était avec Toyota quelques années auparavant. Là, il est avec Porsche en proto. Et chez Mercedes, aïe, 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 les ennuis qui continuent. Et là aussi, du côté de la voiture 36, celle de Gounon-Bouchu-Zonta, eh bien, on va retourner dans le garage. Les problèmes sont sérieux, assurément. Puisqu'on là, on n'en est pas à 2 heures de course, Patrick. Et oui, on enlève déjà le capot. C'est vrai que pour gagner les 24 heures du Mans, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et ça l'était hier. Eh bien, il faut s'arrêter le moins souvent possible et surtout pas arriver à ce geste-là, à savoir justement ouvrir le capot. On parlait des Ferrari 333 SP. Eh bien, en voilà une qui a également des soucis avec Didier Tiès, Mauro Baldi et Gianni Moretti. Monsieur Momo lui-même. Oui. Voilà. Oui, alors là, c'est difficile d'aller dans ce sens-là. Petite marche arrière serait peut-être pas de trop. Ouais, mais il ne la trouve pas. Non, voilà, la Ferrari du Moretti Racing, bien sûr, c'est lui qui l'engage. On revoit ce tête à queue. Déjà, il a évité le bac à gravier. Ah, et les Viper du côté de Carvenlinger Mark II, Patrick Huisman. Hein, là, on est du côté d'Oreca, bien évidemment, qui est engagé officiellement, alors que les panneaux également, une panneau en tout cas, passe. Ces voitures qui allaient faire parler d'elles de plus en plus. Avec une architecture très particulière, hein, un proto à moteur avant. C'est vrai qu'on n'avait plus trop l'occasion de voir cela en Europe. Alors la bataille a manifestement changé de camp, hein. C'est plus Toyota face à Mercedes, c'est Toyota face à Porsche. On s'en rend compte très bien, car la Mercedes donc a été mis dans le garage. Oh, attention, la BMW Pierluigi Martini, encore lui. Petit souci de freinage là pour le pilote italien. BMW en outsider maintenant avec Nissan incontestablement, mais des petits soucis qui continuent. Très beau bruit en tout cas, oui. Hein, que le bruit du V12. BMW et du côté de Toyota, on continue. Regardez encore une fois hein, ces nouveaux protos qui sont capables de catégorie GT, qui sont capables de dépasser les vrais protos, donc vous avez compris. Hein. Et voilà, et chez Mercedes, c'est terminé à 16h01. Officiellement, l'abandon de la numéro 36 est enregistré, ce qui veut donc dire qu'au bout de 2 heures, et là on reconnaît des membres du staff de chez AMG, et bien qu'au bout de 2 heures de course seulement, les deux Mercedes sont out. Ce qui est quand même un peu un comble quand même à ce niveau-là. Quand on vient pour gagner, qu'on réalise la pole et qu'on abandonne les deux voitures au bout de 2 heures de course, c'est clair, c'est une claque, Patrick, vous avez tout à fait résumé la situation. Du coup, ça n'est pas que la course soit un petit peu décapitée, mais c'est vrai qu'il y a un grand constructeur qui manque à l'appel. En plus, on a vu que BMW, c'était peut-être pas génial, mais bien sûr, il reste du beau monde, et notamment les deux Toyota qui ont pris le pouvoir, les deux Porsche derrière en attente. Notons que chez Porsche, on avait parlé de Jörg Müller, Uwe Alzen et Bob Volek, mais dans l'autre voiture, équipage assez méconnu à l'époque, Laurent Aiello, Stéphane Ortelli, Alan McNish, 3 jeunes, qui débarquaient là, et on se demandait bien ce qu'ils allaient pouvoir faire. Du côté de chez BMW, on rencontre également des soucis ici. C'est Johnny Cecotto qui est au volant de la voiture au moment où l'on pousse la BMW dans le garage. Encore une fois, ce n'est pas très bon signe. Ici, on reconnaît le casque d'Eric Hellary. Voilà, qui attend son tour.
Les arrêts au stand se poursuivent et du côté de cette voiture, la 28, eh bien, on fait la course en tête. C'est clair que sur le papier, de toute façon, c'était l'équipage le plus performant. Eric Hellary, ancien vainqueur. Emmanuel Collard, une des flèches du sport automobile français. Il l'a toujours été. Il était encore plus à cette époque peut-être parce qu'il était encore aux portes de la F1, peut-on dire. Et Martin Brundle, qui évidemment avait déjà beaucoup de prestige. Ici, vous l'avez vu, il y a le petit portrait en haut à gauche, c'est Eric Hellary qui prend la succession d'Emmanuel Collard. La 29 avec notamment Thierry Boutsen. Là, c'est Ralph Kellners qui s'extrait de la Toyota. Voici Yannick Dalmas, pilote donc Porsche Proto. En compagnie bien de pilotes que l'on regrette, Michele Alboreto, qui a donc remporté les 24 heures du Mans la saison précédente et qui disparaîtra lors d'essais au volant de la Audi R8 sur le tracé de Lausitz en 2001. Oui. Alors Audi allait venir l'année suivante, en 99, avec 2 modèles, on s'en souvient. Ouais, attention, et oui, il y a donc peut-être un signe avant-coureur que même chez Toyota, il faudra rester vigilant. C'est la 28 qui est partie en travers. Et justement, la voiture principale, Eric Hellary, qui venait de prendre le volant. Pas forcément facile de plonger dans le grand bain. Et Eric, tout vainqueur qu'il est des 24 heures du Mans en 93, part à la faute. Et donc on aura le temps on va revoir ce qui s'est passé pour Eric. Dépassé d'un retardataire, peut-être un petit peu présomptueux avec les pneus qui ont été changés, lui qui n'a pas encore pris la mesure de la voiture, blocage de roue. Et il a déjà beaucoup de chance quand même de ne pas être harponné par la Porsche, beau réflexe en tout cas du pilote de cette Porsche. Voilà, on a le gros passage dans le bac à gravier, ce n'est jamais bon non plus dans une course de 24 heures. Et oui, parce qu'à ce niveau-là, il faut quand même certainement se diriger vers les stands pour un peu vérifier tout. Et évidemment, c'est toujours la même histoire, s'arrêter le moins de temps possible au stand. Donc ça, c'était pas prévu et ça va coûter cher à Toyota. Même si le pire a été évité et qu'Eric a pu repartir. Donc Audi allait venir l'année suivante avec un proto GT, enfin un proto et un GT, voiture couverte. C'est un petit peu ce que fait Porsche cette année. Et c'est donc à partir de l'année suivante que la saga Audi commencera. Mais c'est vrai, vous rappeliez donc l'accident fatal de Michele Alboreto au début. Ça n'a pas forcément été facile non plus pour Audi. Tout à fait. Avec ce véritable drame, bien évidemment. Et voilà la voiture effectivement qui s'engouffre dans les stands. Et vous avez au premier plan l'autre voiture de Reinhold Joest, l'autre TWR Porsche. Pierre-Henri Raffanel. Et derrière donc Eric Hellary qui va retourner au stand pour un peu faire le check-up. Vous avez vu donc ces voitures, là on est avec l'Audi, mais là on revient avec la voiture de Joest, Reinhold Joest, qui fait toujours partie de l'aventure du Mans. C'est extraordinaire le palmarès de Reinhold Joest, on aura l'occasion d'y revenir aux 24 heures du Mans, et qui continue puisqu'il est bien évidemment le partenaire favori des Audi officiels. Alors l'arrêt au stand de Eric Hellary, à ce moment-là, je peux vous dire, puisqu'on était sur place à l'époque, Patrick, c'était peut-être un petit signe. Après, c'est sûr qu'il est plus aisé de trouver les symboles, mais c'est vrai que Toyota, alors que Pierre-Henri Raffanel est en plein débriefing, Toyota était arrivé un peu en terrain conquis au Mans. C'est ce qu'on lui avait reproché à cette équipe japonaise, avec un service d'ordre, avec des mécaniciens, des superbes camions, une installation dans le paddock, une hospitalité qui rivalisait avec des châteaux forts. Enfin, il y avait toute une philosophie peut-être un petit peu prétentieuse. Et effectivement, là on voyait malgré tout un petit peu Toyota tomber de son piédestal assez vite. Et c'était un message finalement adressé à la concurrence. Non, les Toyota n'étaient pas invincibles. Non, elles n'étaient pas venues forcément pour écraser la concurrence. Elles aussi allaient souffrir. Et regardez, effectivement, déjà une tendance se dessine. Les Toyota ne seront pas à l'abri des petits soucis. Les Porsche, fidèles à leur réputation en quelque sorte, vont tourner comme des horloges. Effectivement,
l'expérience quand même de Porsche n'est pas pour autant dire qu'il n'y a pas d'expérience du côté de Toyota, puisque regardez, vraiment un des hommes forts de cette équipe Toyota, c'est André de Cortange. André de Cortange, il a gagné les 24 heures du Mans avec Peugeot, donc il connaît la façon de faire. Et d'ailleurs, on pourrait presque dire que quelque part, l'organisation de Toyota a copié l'organisation Peugeot, y compris dans ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir un petit peu la raideur et puis l'inhospitalité parfois pour rentrer dans les stands. C'est l'école Peugeot quand même, mais qui avait été payante pour le constructeur français qui l'avait emporté en 92 et 93, on s'en rappelle encore dans notre dernier épisode de Route tout Le Mans. Voilà, avec un triplé sensationnel, bien évidemment, tout constructeur rêve de faire un triplé. Donc Toyota effectivement revient un petit peu avec la même philosophie. Là, le grand constructeur qui arrive et qui, oh là, attention, regardez comment on se double dans le trafic là, entre les deux Toyota. Il y a vraiment un problème pour cette Toyota. Donc effectivement, vous évoquiez les signes avant-coureurs et petit à petit, c'est en train de partir un petit peu à volo pour Toyota. Jörg Müller ici. Voilà, et bien confirmation que pour la Toyota numéro 28, ça va de mal en pis. Et on vous le rappelle, c'est la voiture qui était censée faire la course en tête. Brundle, Collard et Larry, ça ne s'arrange pas, bien au contraire. Et s'il fallait une image supplémentaire, allez, la 27 qui s'arrête aussi, Katayama, Suzuki, Tsuchiya. Donc la course est à ce moment-là complètement relancée. Non, les Toyota ne vont pas écraser la concurrence. Et oui, les autres peuvent espérer l'emporter. Notamment, bien évidemment, tout le monde à ce moment-là pense déjà au Porsche qui tourne donc comme des horloges. La 25, donc Muller, Alzen, Volley qui s'installe en tête. Et derrière, McNish, Aiello, Ortelli peut-être un petit peu en retrait qui attendent de voir comment ça va se passer. Et puis alors je ne sais pas si on va revoir une image des BMW, mais sachez qu'à 18h, il n'y avait plus de BMW officiel également en piste au bout de 4 heures de course. Plus de Mercedes, plus de BMW. Et des Toyota mal en point. Donc effectivement, la course, on peut presque penser que la course est décapitée, même si on voit ici une des Toyota repartir en piste. On a aperçu un mécano au premier plan. Eh bien, quand on parlait de l'école Peugeot, c'était aussi un mécano de chez Peugeot dans la grande époque des voitures de sport. Donc André de Cortange, il avait su aussi également où puiser les hommes pour venir ici au Mans. Alors évidemment, avec ce résumé, on a le sentiment que les Toyota ont passé leur vie au stand. Ça n'est quand même pas exact. Elles étaient plus rapides en piste de toute façon que les Porsche, donc elles pouvaient un peu compenser ces arrêts au stand par un rythme en course qui était très rapide, mais quand même. Alors, j'aime bien ce genre de plan parce que c'est au moment où j'allais vous parler de Porsche et de Norbert Zinger qu'on le voit, donc c'est parfait. Quelle expérience de la part de cet ingénieur qui était tout jeune ingénieur à l'époque des 917, qui sera là dans toute la période 956-962. Imaginez le nombre d'épreuves, d'éditions des 24 heures du Mans remportées par Norbert Zinger, qui est toujours là avec ses GT1. Là, l'équipe, elle est d'une expérience redoutable. Oui, tout à fait. On a aperçu Yves Courage, bien évidemment, dans les stands, qui manage, voilà. Et puis on a donc vu la sortie de piste de cette voiture, la numéro 21, avec l'équipage Gache de Radigues Gardner. C'était bien sûr la Riley Scott, engagée à l'époque par Philippe Gache, qui était en quelque sorte une sorte de concessionnaire, si j'ose employer ce mot, pour Riley Scott. Marc Gossens, qu'on a vu récemment sur Motors TV en NASCAR Busch. Vous voyez comme quoi tout ce beau monde évolue au fur et à mesure des années, qui prend le volant à son tour. Pendant ce temps-là, les Porsche et les Toyota continuent leur balai dans les stands. On a avancé dans le temps. Et effectivement, la luminosité commence un petit peu à tomber. C'est vrai qu'avec un départ à 14h, il y avait beaucoup plus de jours. Mais là, ça y est, il va bien falloir que la nuit finisse par tomber. En tout cas, le duel est toujours là. Porsche-Toyota quand même, mais des petits soucis pour Toyota. Est-ce que ça va pouvoir continuer aussi bien pour Porsche? Suspense, on marque une petite pause et on se retrouve très vite pour ces 24 heures du Mans 1998. Les 24 heures du Mans à l'honneur sur Motors TV, nous revivons les meilleurs moments de l'année 1998, une des plus belles éditions de ces dernières années, assurément avec des engagements au plus haut niveau. Patrick, on discutait, le duel Toyota-Porsche continue, mais c'est vrai qu'il y avait aussi des Mercedes, il y avait aussi des BMW au départ. Peut-être, sans vouloir faire une sorte de philosophie de bazar, peut-être qu'on manquait un petit peu d'humilité du côté de certaines équipes par rapport à la légende et à la réalité des 24 heures du Mans. Bien évidemment, l'expérience, on le sait, sur cette course est primordiale. L'argent également, puisqu'il faut faire beaucoup d'essais au préalable. Bon, c'est vrai que Toyota est arrivé ici, on va pas dire en terrain conquis, mais presque.
L'inexpérience la plus flagrante, ça a peut-être été du côté de Mercedes, qui, semble-t-il, n'a jamais su prendre cette course par le bon bout. Ce n'est pas vraiment utile d'avoir une voiture extrêmement rapide, on a vu la pole de Bernd Schneider, d'avoir une voiture plus GT, légèrement transformée, GT course courte, on va dire. Oui, le Légèrement, FIA GT à l'époque, FIA GT, il faisait, oui. voilà. Et pour légèrement modifier, pour en faire une voiture d'endurance, non, il faut véritablement prendre le problème par le bon bout et déjà commencer par faire une voiture d'endurance avant d'en faire une voiture ultra rapide. Ça a peut-être été là qu'a pêché Mercedes, en ne tenant peut-être pas compte non plus de l'expérience des autres et surtout de cette ligne droite des Hunaudières et du tracé spécifique du Mans. Toyota sait le faire, puisqu'avec André de Cortance, on le répète encore, eh bien, on a su prendre le problème par le bon bout. En revanche, peut-être trop d'erreurs. On a vu celle d'Eric Ellery tout à l'heure, on en voit une autre ici carrément en rentrant dans les stands quand même. Hein. Et oui, c'est encore Eric qui est concerné. Pas de chance, ça tombe voilà. sur lui à chaque fois. Martin Brundle dans les stands qui se tenait prêt pour le changement de pilote et qui évidemment a dû avoir un petit haut le cœur là en voyant la voiture partir à la faute. Encore des minutes qui s'envolent, des minutes précieuses. Tiens, des premières caméras embarquées, si ce n'est la première que l'on retrouve avec justement une Toyota. Attention. Un problème ici avec Courage. Ouais, la numéro 16 avec Xavier Pompidou, tiens, qui était au volant de cette voiture à l'époque, avec Rocky Agusta aussi, personnage haut en couleur, mais Xavier donc était déjà là. Oh, en hélicoptère surtout. Oui, exactement. Ça, oui. Ou alors très rapide sur deux roues aussi. Sur deux roues aussi, voilà. Il avait le choix, lui. En tout cas, Toyota toujours face à Porsche, mais Toyota un petit peu décimé quand même par les soucis, alors que les deux Porsche... Alors c'est vrai qu'il n'y avait que deux Porsche face à trois Toyota, mais Jörg Müller, pilote de pointe Porsche en GT1, peut quand même être assez confiant. Jörg Müller, c'est évidemment un pilote très très rapide avec Uwe Alzen et Bob Volek. C'est un équipage qui est à la fois très rapide et très expérimenté. C'est vrai que c'est du solide. Alors qu'attention, la fameuse voiture avec Henri Pescarolo et Franck Montagny. Oui, c'est lui, c'est Franck Montagny qui est au volant. Il y a un peu plus de bleu, un petit peu moins de rose à l'époque sur le casque de Franck Montagny. En tout cas, Henri Pescarolo, il le répète chaque année, mais c'est vrai, on en a la preuve, qui a toujours servi de grand-père aussi, un petit peu, ou de parrain, c'est selon l'expression que vous voulez employer, à ces jeunes pilotes français qu'il avait repérés dans la filière. Franck Montagny et Sébastien Bourdet étant bien évidemment les deux plus connus, les plus emblématiques. Et voilà, cette année, Franck Montagny était avec Henri Pescarolo et Sébastien Bourdet allait arriver quelques saisons plus tard. On retrouve ici Michele Alboreto qui repart donc sur cette TWR Porsche. Voilà, la course qui s'est un petit peu décantée. On en profite pour voir d'autres voitures peut-être, notamment la Courage numéro 13. Vous savez que c'est le numéro fétiche de Yves Courage. Et moi, j'avoue qu'à chaque fois, je trouve que c'est très bien que quelqu'un ait pris une superstition à rebours. C'est assez osé, mais c'est plutôt sympa. Et donc, l'équipage Didier Cottaz, Marc Gossens et Jean-Philippe Belloc. Là aussi, franco-belge, certes, mais trois jeunes pilotes qui étaient assurément rapides. Et qui le sont restés, bien sûr. Ils le sont restés, effectivement. Justement cette Porsche numéro 7 avec Michele Alboreto qui est allé faire un petit tour là à l'extérieur du côté du tertre rouge avant de s'engouffrer dans la ligne droite des Hunaudières, coupé en deux depuis de nombreuses années déjà, bien sûr, par ces deux ralentisseurs. À l'époque, Patrick, c'était on s'y était habitué. On s'y était habitué, oui. Même si tu avais toujours quelques nostalgiques en arrivant au Mans, on s'y était habitué. Ici, un problème ne dites pas ça à Henri Pescarolo ou même à Jean-Luc Roy. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il y avait encore la bosse de Mulsanne qui a été rasée depuis. L'année suivante, en fait. Et regardez, circuit électrique, problème de circuit électrique. Et un petit peu après 21h, cette Porsche numéro 7, LMP 198, engagée par Porsche AG carrément, s'arrête. Avec Alboreto qui avait donc remporté Le Mans la saison précédente et Stéphane Johansson qui lui l'avait remporté 2 ans plus tôt. Tout à fait. Il y avait carrément 3 vainqueurs du Mans associés dans cette auto. C'était aussi une belle affiche pour cette TWR Porsche. La Toyota numéro 29, Poutsen, Kellners, Lys, elle continue. Elle est déjà très sale sur les flancs, cette Toyota. Mais quelle belle ligne, malgré tout. Ah oui, fantastique. Ça reste quand même une superbe voiture. Et Johansson et Pierre-Henri Raffanel avec Yannick Dalmas également qui est là pour la discussion au sommet
Chez Porsche, il y a quand même du souci à se faire, alors que du côté des GT, ça continue impeccablement. En fait, il se passera l'année suivante l'inverse pour Audi. Ce sont les protos qui allaient rouler comme des horloges et ce sont les GT qui allaient connaître plein d'ennuis. Chez Porsche, cette année-là, c'est l'inverse. Voilà, alors que quand même, hein, il faut faire il attention. suffit de le dire, voilà, bien sûr. Pour qu'il y ait un problème pour la 25. Allez, il faut quand même que Le Mans soit pas gagné Voilà, avant même que la nuit ne tombe. Enfin, on va dire quand même aussi que là, on est plus chez Porsche et puis du côté des protos, on est un peu plus chez Just. Oui, voilà, c'est cela aussi. Même si, bien évidemment, il y a des ingénieurs Porsche qui sont en compagnie de Reinhold Just, alors que là... Chez Audi, l'année suivante, ça sera la même chose. Chez Audi couvert, on était plus chez Tony Southgate et Audi UK, alors que chez les protos, c'était plus Audi Allemagne et Audi Maison Mère. Tout à fait. Et ceci a peut-être expliqué cela. Cela étant, le pari d'Audi l'année suivante d'engager 2 modèles différents pour voir, afin de décider quel serait le programme, c'était assez osé et c'était plutôt sport à tous les niveaux. Les Vipers d'Oreca qui connaissent elles aussi quelques petites alertes. Mais globalement, ça tourne bien quand même, avec l'équipage là, Olivier Beretta, Pedro Lamy et Tommy Archer, en volant de la 51. La 53, il y avait Justin Bell, Lucas Drudi et David Donohue, le fils de Marc. Chez Oreca, à cette époque-là, on dominait quand même la catégorie. Alors, la Toyota quand même en tête. 1 minute 10 d'avance sur la Porsche, 1 minute 20 sur l'autre Porsche. Donc, vous voyez, Toyota réussit quand même à conserver le leadership. Mais on a le sentiment que plus ça va et plus ça s'effrite. Parce qu'on a vu le classement à un moment, il y a deux Toyota devant 2 Porsche et encore une Toyota derrière. Et puis d'un seul coup, il n'y a plus qu'une seule Toyota et avec une marge très faible. 1 minute 10 ici aux 24 heures du Mans à 7h06, ce n'est rien du tout. Et on a aperçu Stéphane Ortelli dans les stands qui commence peut-être à y croire. Parce que c'est vrai, ces Porsche GT1 98 sont positionnés juste derrière la Toyota. Voilà, la nuit est tombée. On peut peut-être aussi vous rappeler que le départ de ces 24 heures du Mans avait été donné par Bill Campbell, le maire d'Atlanta. Pourquoi? Parce qu'il allait y avoir la première édition du Petit Le Mans quelques mois plus tard. Alors qu'on a aperçu la Toyota rentrer dans les stands quand on disait que c'est peu, 1 minute 10 d'avance. Eh bien regardez, quand il s'agit de mettre d'enlever le capot et de se plonger dans la mécanique, autrement dit, c'est rien du tout. C'est une bonne façon de perdre la tête de la course, tout simplement. Donc les soucis qui continuent pour Toyota. Porsche, ça roule bien. Et effectivement, comme pour juste conclure, eh bien, le Petit Le Mans, au mois d'octobre 98, allait donner le coup d'envoi de la série américaine Le Mans Series. Donc c'est vrai que c'est une année aussi importante pour l'Automobile Club de l'Ouest. Et j'allais même dire pour le monde de l'endurance en général, parce que la LMS maintenant c'est un championnat majeur. C'était pratiquement la pérennité de l'endurance qui était en train de s'installer des deux côtés de l'Atlantique. André de Cortange inquiet, forcément inquiet, avec la voiture de tête qui a été obligée de rentrer dans le garage. Alors elle peut repartir, mais beaucoup de temps de perdu. André de Cortange qui allait dire après la course, souvent au Mans, on vient la première année en sachant pas trop ce qui nous attend et on gagne. Par contre, si après il faut remettre un petit peu le projet en route, c'est moins facile. Tout ça pour dire qu'André de Cortange espérait bien évidemment gagner dès la première année en profitant aussi des problèmes des autres. Or, ça n'en prend pas le chemin parce que ça y est, les 2 Porsche ont pris le pouvoir. Nissan, courage, Porsche, Nissan, il n'y a plus de Toyota GT1 dans les 6 premières positions. Elles auront peut-être de quoi se rattraper dans la nuit, ça on en est tous persuadés, mais jusqu'où? Et il faudrait compter bien sûr sur un problème pour les Porsche GT1. Arrêt de la Porsche GT2. Problème, une sortie de piste, un accrochage. Un problème également du côté des Ferrari 303 SP. Ici, on répare comme on peut. Ah oui, là, c'est la vie des 24 heures la nuit. Qui était au volant, le Belge. Il a fait une très très longue carrière aux États-Unis et en IMSA en particulier. Et la nuit qui allait être marquée donc quand même par la remontée des Toyota. Mais jusqu'où, eh bien, on allait le savoir au petit matin, alors que quelques gouttes de pluie, tiens, font leur apparition. Et oui, là, ça pouvait quand même bouleverser la donne. Et oui, complètement, Patrick, regardez, il pleut. Il pleut même très fort, un gros orage sur Le Mans, alors que la veille, il a fait très très chaud, qu'il a fallu parfois faire attention aux pneumatiques. On a vu souvent, que ce soit du côté d'André de Cortange ou Norbert Singer, il y avait beaucoup d'échanges avec les ingénieurs de chez Michelin pour la tenue des pneumatiques. Et là, eh bien, plus trop de soucis à se faire, c'est carrément les
pluie qu'il faut, même grosse pluie. Et regardez, peut-être un signe que les éléments se déchaînent à tous les niveaux. La Porsche numéro 25 qui rentre au stand. Cette voiture qui est en tête normalement de la course et qui là va peut-être redonner de l'espoir à Toyota. Et là au niveau réparation c'est sauvage. Ben oui, on met carrément la voiture sur les chandelles, fond plat, on enlève tout. Donc gros problème mécanique sur cette Porsche. Et voilà qui va donc permettre forcément à la 26 de prendre le commandement. Mais l'info c'est que les Porsche à leur tour maintenant ne sont pas invincibles. Et c'est peut-être pas de gagner aussi facilement qu'on pouvait le croire pour Porsche. Toyota revient dans la course. Toyota a sans doute encore un rôle à jouer. Et la Toyota 29, eh oui, avec 4 tours. Donc en fait, les deux Porsche ont connu des soucis. Donc c'est vrai que pour les spectateurs qui sont partis du circuit la veille au soir, qui reviennent le matin, retrouver une Toyota devant, c'est clair qu'on n'y croit pas. Eh bien si, c'est vrai. Alors qu'ici, regardez encore une fois la 25 là, qui vient s'accrocher avec une Nissan. C'est très difficile, effectivement. En plus, voilà, on fait des appels de phare. Eric Van de Poel, voilà, tu peux passer par là. Eh oui, mais Toyota donc, qui a repris le pouvoir, c'est vrai, le soleil fait son apparition, donc c'était vraiment une averse de lever de jour, ce qui n'a pas empêché en plus, signe qui appuie là où ça fait mal pour Porsche, Martin Brundle a signé le meilleur tour en course, comme c'est souvent de coutume le dimanche matin, quand ça a commencé à sécher, 3,41 809, c'est clair, la Toyota a repris son rythme de croisière. Sur la piste encore humide, beaucoup d'erreurs là avec un nouveau tête à queue, enfin un tête à queue pour la numéro 16, alors qu'on fait sa toilette. Et oui, c'est parfois nécessaire. La numéro 16 c'était la Kremer. Voilà, maintenant il fait beau. On rappelle que l'arrivée 14h, ça passe vite, hein, mine de rien, quand le jour se lève. Bah oui, il reste beaucoup moins d'heures de course. Donc là, on est vraiment dans les dernières heures de course. Et on a le sentiment que certes, Toyota a repris le pouvoir, mais que il y a eu tellement de petits soucis pour la marque japonaise que jusqu'au dernier moment, on ne sera pas sûr que Toyota peut enfin gagner Le Mans. Et on peut faire confiance à Porsche pour, après avoir connu le gros souci maintenant, être impeccable jusqu'au bout. Grosse sortie piste là pour cette Porsche en GT2. Le freinage manqué à Indianapolis, effectivement. Allez, un ravitaillement supplémentaire là pour la Toyota. Donc c'est cette voiture qui est en tête. Boutsen, Kellners, Lys. Et les Porsche restent en embuscade. Remarquez, difficile de faire la fine bouche à cette époque devant un tel duel, puisque entre Porsche, qui est carrément la marque synonyme de 24 heures du Mans, et Toyota, qui est un véritable challenger, qui veut absolument décrocher le Graal, qui est cette victoire ici, eh bien c'est un duel absolument extraordinaire. Regardez les voitures qui... alors regardez, les deux Porsche et les deux Toyota voilà, là. Ensemble, c'est extraordinaire image, oui. Superbe. Là, le hasard de la course qui fait qu'elles sont rassemblées, alors que le circuit, bien sûr, qui mesure 13 km 600, c'est pas forcément évident. Et oui, la tension est terrible, car là, vraiment, le sort de cette course peut basculer d'un moment à l'autre. Alors, les arrêts au stand qui se succèdent, ils sont parfois quand même normaux, hein, ne pas penser que tout arrêt au stand est dramatique. Il faut bien s'arrêter pour changer les pneus, remettre du carburant et changer les pilotes. Mais c'est clair, la 29, là, tient bien la barque et on y croit maintenant chez Toyota. Alors qu'on fait effectivement des changements de pneus et de pilotes du côté de chez Porsche, et qu'au gré des ravitaillements, eh bien, une voiture est en tête, revient, reprend un écart de plus d'une minute, et c'est effectivement difficile de savoir qui va l'emporter à ce moment-là de la course. Et à 4 heures de l'arrivée, eh bien, Toyota tient bon toujours devant les deux Porsche qui sont en embuscade. Alors c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup d'images, mais quand même, un Français, Laurent Aiello, a peut-être une carte à jouer. Il est deuxième actuellement, à 1 minute 20 donc de la Toyota numéro 29. L'autre est déjà à un tour. Mais il y a quand même un Français, il y a Stéphane Ortelli, qu'on considère parfois comme un Français, mais qui est pourtant monégasque, Alan McNish, trois jeunes pilotes. Je crois que la moyenne d'âge de l'équipage, c'était 28 ans, des plus jeunes de l'histoire. Si
à ce moment-là, s'il devait l'emporter, c'est clair, c'est peut-être l'équipage le plus jeune dans l'histoire. Les Nissan numéro 30, enfin la Nissan numéro 30, symbolisant l'armada Nissan. On n'en a pas beaucoup parlé, c'est vrai, on les voit moins que les Toyota et les Porsche. Oui, parce qu'elles sont là, elles sont là au niveau par leur fiabilité, mais elles ne sont pas là par leur rapidité. Elles n'ont jamais véritablement été dans le rythme ni des Mercedes, mais éphémères, ni des Toyota et ni des Porsche. Elles sont en train de jouer placées, mais en aucun cas elles n'auront pu jouer la victoire pendant toutes ces 24 heures. Et l'écart a fondu. 12 secondes maintenant seulement. Alors, faut voir évidemment par rapport au ravitaillement des uns et des autres. Mais là, c'est clair. Rendez-vous compte, à moins de 4 heures de l'arrivée, 12 secondes entre les deux premiers, entre deux marques aussi célèbres que Toyota et Porsche. On a quand même un superbe duel. Alors, c'est vrai. Et là, le drame. Le drame qui survient. Avec, on parlait tout à l'heure des pneumatiques. Eh bien, regardez, c'est un pneumatique qui va jouer un mauvais tour à la Toyota avec un déchappage en pleine ligne droite, certainement. Il y a d'énormes contraintes sur les pneumatiques sur cette ligne droite du Mans. Il y a d'autant plus de contraintes que l'aérodynamique de la Toyota est extrêmement poussée, donc beaucoup d'appui, à la fois de l'appui, de la vitesse, et forcément, eh bien, parfois cela peut causer quelques problèmes au niveau de la tenue des pneumatiques. Et alors, il va y en avoir un. C'était la 27, donc chez Toyota, ouf, ça n'est pas la principale qui a été touchée, mais quand même, ça veut dire qu'encore les problèmes continuent, et compte tenu de l'écart très faible par rapport à Porsche, on n'aime pas voir ce genre d'image. Et là, André de Cortance qui commençait à être inquiet de nouveau. La Nissan numéro 32 avec l'équipage Hoshino Suzuki Kageyama, entièrement japonais. Entièrement japonais. Avec Aguri Suzuki, bien sûr, qui a donné son nom depuis à l'écurie de Formule 1, Super Aguri. Et qui est en train petit à petit également, on parlait de fiabilité, de constance, qui est en train petit à petit de se rapprocher du podium, alors qu'on a vu quand même toujours le visage toujours aussi inquiet et tendu de André de Cortance. La Courage numéro 15, engagée par la filière officiellement, Esquirolo Grouillard Montagny. Le numéro 72, qui est toujours un numéro prisé également au Mans, puisque ça correspond bien sûr au département de la Sarthe, qui connaît quelques petits soucis. Les deux Porsche maintenant qui se suivent. Est-ce à dire? Même si une qui est un petit peu retardée quand même. Ah, la menace là, elle est évidente. Par ce côté justement groupé. On a le sentiment que les oiseaux de proie Porsche fondent sur les pauvres Toyota un petit peu à l'agonie. Avec le problème de déchappage sur la 27 qui était déjà retardée. Il n'y a que la 29 pour essayer de sauver l'honneur de la marque japonaise à ce moment-là de la course. Alors que derrière, eh bien, effectivement, on peut compter sur les deux voitures. Eh oui, sauf que chez Toyota, le drame est arrivé à 13h50, à 12h50, Patrick, et manifestement, nous n'avons pas l'image, nous avons juste l'après. La Toyota 29 a dû renoncer, problème de transmission, 12h50, l'abandon était officialisé. Ce qui fait qu'effectivement, les Porsche se retrouvent 1 et 2. Il n'y a plus de Toyota. On a vu cette ambiance dans le stand Toyota qui faisait un peu mal au cœur, évidemment, pour cette marque japonaise. André de Cortance essayait de consoler un petit peu ses troupes. Mais Toyota était arrivé, a vu, n'est pas passé loin. Mais malgré tout, ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Donc, a priori, ça y est, le sort vient de basculer définitivement en faveur de Porsche. En catégorie, pour les autres catégories, bien, les Vipers sont pas mal positionnés. Et puis on a vu également, en GT2, voilà, parce qu'elles étaient en GT2. En catégorie proto, bien la Ferrari de 22 pôles est bien placée également. Et puis on revient sur les Nissan, puisque les problèmes de Toyota font un petit peu le bonheur, font même carrément le bonheur de Nissan, puisque l'équipage entièrement japonais est en train de se positionner. Voilà, on va le voir ici pour la 3e place du podium. Et jamais un équipage 100% japonais n'est monté sur le podium des 24 heures du Mans. Il y avait eu déjà la victoire d'un japonais avec Sekiya en 1995, mais là, c'est l'équipage complet, effectivement. Voilà, donc Nissan qui se montre en fin de course, profitant des ennuis des uns et des autres, mais c'est la règle du jeu, et tant mieux si Nissan a pu aller jusqu'au bout. La 32 donc qui est la mieux placée avec cet équipage, Hoshino, Suzuki, Kageyama. C'est Aguri Suzuki ici qui est au volant. Mais
rien à faire par rapport au Porsche. Donc la 26 a pris le pouvoir, elle a un tour d'avance sur la 25. Et c'est vrai que c'est 3 jeunes pilotes qui s'apprêtent à rentrer dans l'histoire. Oh, attention. Oui, un problème quand même. Toutes les Porsche ne sont pas fiables au 24 heures du Mans. On peut en avoir la preuve ici. Alan McNish à l'époque, c'est pas la même notoriété. Hein. Il n'a pas encore fait de la Formule 1 bien évidemment. Il n'a pas encore pu dominer le monde de l'endurance en gagnant toutes les courses à LMS ou étant pilote de pointe Audi. Non, il est encore jeune pilote Porsche. Il y a des débris sur la piste, attention. Et c'est vrai que Laurent Aiello, bien sûr, on le connaît, mais enfin, Laurent Aiello, déjà à cette époque, vient un peu du super tourisme. C'était pas évident de penser que Aiello, McNish, Ortelli allaient pouvoir gagner comme ça. Bah, certainement, c'était un petit peu l'équipage de réserve, mais rappelez-vous encore une fois, je reviens sur notre épisode précédent de Road to Le Mans. Eh bien, c'est un petit peu la voiture outsider, celle des petits jeunes qui se retrouvent la mieux placée à quelques heures de l'arrivée, voire à l'arrivée. Rappelez-vous des Larry Bouchu associés à Jeff Brabham, donc effectivement. Et Henri Pescarolo qui a pris le volant de la Courage numéro 15. Sympa, Henri qui certainement va franchir la ligne d'arrivée. 33 participations aux 24 heures du Mans, vous le savez, Henri Pescarolo, 4 fois vainqueur, alors que la Porsche 68 connaît un petit souci en fin de parcours, avec Hervé Poulain notamment, qui était à son volant. Non, il n'y a pas de problème pour Porsche, n'allez pas croire qu'il y a des soucis d'un seul coup, non, c'est toujours le regard concentré de Norbert Zinger, alors que les deux voitures continuent maintenant presque leur parade de fin de course. Elles sont regroupées, elles ne prennent plus de risques dans le trafic. Il suffit juste de tenir bon. Il y a un tour d'écart donc entre les deux et il y a la première Nissan qui est à 4 tours. Et du côté des Nissan, il y avait aussi au volant de la 31, il y avait Eric Comas, Yann Lamers et Andrea Montermini à l'équipage également. Et ça y est, on commence à saluer, à rendre hommage aux Porsche qui ont fait jouer l'expérience forcément du constructeur de Stuttgart. Voilà, parce qu'on est dans le dernier tour, il faut le passer doucement, il faut bien calculer son coup pour passer la ligne d'arrivée. Alors effectivement, image symbolique encore que celle-ci avec les deux Porsche. Il reste encore une Toyota, elle est là, mais bon, Toyota était le grand battu de cette édition 98. Oui, il reste la 27 avec Katayama Suzuki et l'autre Suzuki et Tsushiya qui va se classer 9e, Patrick, à 25 tours de la Porsche de tête. Mais effectivement, pour la victoire, c'était fini. Et voilà, victoire donc de Porsche qui dame le pion à ceux qui étaient arrivés avec peut-être des plus gros moyens encore. Mercedes, Toyota bien sûr, BMW. De plus gros moyens et presque de plus grandes ambitions. Voilà, ce n'est pas forcément le favori qui remporta les 24 heures du Mans cette année-là. Mais n'empêche, encore une fois, vous l'aviez souligné en tout début de reportage, quelle belle auto. Magnifique, effectivement. Ah, on avait été gâtés cette année-là au niveau design des voitures. Donc, confirmation du classement. Et quand même une McLaren aussi F1 réminiscence du passé. Voilà, tout à fait, qui arrive à se classer 4e avec l'équipage O'Rourke, Sugden, Oberlen. Donc, ils ont bien joué le coup, à 8 tours du vainqueur. Mais cette McLaren F1 avait encore de beaux restes, en quelque sorte. Et en GT2, les Vipers qui gagnent. Et notamment la 53. Ouais. Et c'est l'équipage Bell, Drudy, Donohue. Donc les deux fils, le fils de Derek Bell et de Marc Donohue, Justin et David qui s'imposent. Le podium bien évidemment avec donc les 3 pilotes japonais à droite sur votre image. Grande première également. Avec un équipage donc 100% rookie qui s'impose aux 24 heures du Mans. C'est quand même très très fort. Et un équipage 100% japonais qui se classe 3e. Et 2 drapeaux allemands bien sûr pour Porsche. Et Laurent Aiello, ça y est, on l'aperçoit enfin quand même. Et oui, notre français. Oui, on l'a pas vu. Il est là, Laurent. Donc, qui fait augmenter son palmarès d'une ligne très très prestigieuse. Et vous le savez, depuis Laurent Aiello a eu le temps de gagner un titre en DTM. Il a eu le temps de gagner les 12 heures de Sebring. Il a gagné en BTCC. L'année suivante, il gagnera en BTCC. Bref, il a tout gagné, Laurent Aiello. On le salue bien bas. Maintenant qu'il a pris sa retraite, en tout cas, il reste encore à ce jour, si je ne me trompe pas, le dernier vainqueur français des 24 heures du Mans.
La foule, comme d'habitude, hein, qui envahit la ligne et qui vient se masser sous le podium pour applaudir les vainqueurs. Et en général, les pilotes adorent d'être sur ce podium au-dessus de la foule. Ils apprécient beaucoup cette fin de course. Voilà, et bien ainsi se terminent ces meilleurs moments de l'édition 1998 des 24 heures du Mans, la 66e édition. Notre série de documentaires continue bien évidemment hein, jusqu'à la date de l'année 2006, donc soyez attentifs, vous verrez d'autres résumés des dernières années sur Motors TV. Patrick, merci. Merci à vous, salut. Et à bientôt, au revoir.